l'émission des élites. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de FM 87.9. Nous émettons depuis Sacré-Cœur 3 et vous êtes bien dans votre émission du samedi, le grand oral qui reçoit aujourd'hui Monsieur El Hadj Ibrahima Diaw. Il est consultant freelance, expert en matière d'organisation sociale, spécialiste du tourisme, du transport et de la sécurité routière. Monsieur Diaw, bienvenue sur FM. Merci bien, Monsieur Famara. Et je suis très enchanté aujourd'hui de me retrouver à travers votre chaîne de communication FM. Et c'est un grand plaisir pour moi aussi de répondre à certaines questions liées au développement social et économique d'un pays qui se présente aujourd'hui dans un état plus ou moins catastrophique. Catastrophique, vous l'avez dit. Mais globalement, pour démarrer cette émission, quel regard portez-vous sur la politique nationale et internationale du Sénégal ou dans sa globalité? C'est un grand plaisir aussi de parler de politique. Parce qu'en fait, tout homme est politique dans une nation. C'est de parler de la politique qu'on arrivera à construire les États, qu'on arrivera à construire les nations, qu'on arrivera à bâtir des structures rigides en vue de forger les jeunes, d'éduquer les enfants, de promouvoir l'intérêt des femmes et de développer ici une idéologie partagée pour que nous puissions nous tous nous déterminer à travers une vocation sociale. C'est pourquoi je dis que la politique, avant d'être une politique politicienne, doit être une politique économique. Une politique axée sur des activités de développement physique, des activités de développement culturel, des activités de développement économique, social, capables de faire émerger et les jeunes et les femmes et les hommes dans des situations de stabilité, de compétitivité internationale pour aboutir à des résultats satisfaisants au niveau des populations. Et le Sénégal aujourd'hui se présente sur l'échiquier international dans un état qui est en train de dénaturer notre patrimoine, qui est le savoir, la sagesse, la conviction de nos anciens, comme ils étaient auparavant, et voir des images où l'agression ou le traumatisme psychologique des jeunes, parce que il y a certaines images de violence présentées dans des émissions de communication, dans des émissions de télévision, ça traumatise de tout petit enfant dès le bas âge. Donc l'idée de violence télévisée offerte à la population ne font qu'aggraver encore ce que nous avons à faire, c'est-à-dire les politiques éducatives sur lesquelles nous devons mettre l'accent. Le taux d'alphabétisation des populations est vraiment défectueux. La communication n'est pas encore une communication axée sur toutes les populations, parce que nous avons une langue qui est le Wolof, et il n'y a que le Wolof qui bénéficie de certaines informations qui ne font que créer des interférences entre les autres couches d'ethnie, comme le Diola ou le Manding ou le Bambara, qui ne comprennent pas exactement ce qui se passe dans l'hémisphère parlementaire. Je parle de l'hémisphère parlementaire pour éviter de parler de l'Assemblée, parce que l'hémisphère, c'est un club, c'est un contenu. Alors que l'Assemblée, c'est des députés élus. L'hémisphère, c'est la composante, la nation et les députés. Il faut que chacun se trouve vraiment dans ces débats. Oui. Mais globalement, le Sénégal, vous avez eu à travailler sur comment il faut refaire ou rendre plus positive cette image politique du Sénégal. Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur cette expérience que vous avez eu à dérouler? Moi, je dis que, là où nous sommes, au Sénégal, nous ne faisons pas de la politique. Nous faisons de la propagande. Parce qu'entre politique et propagande, il y a une différence. La politique, ce sont des règles, ce sont des lois, ce sont des normes
Et c'est un art, l'art de faire de la politique. C'est un art. Vous prenez, il y a des années dans le passé, vous verrez des individus, des hommes qui sont politiquement constitués sans avoir besoin ni de partenaires, ni de parrainage, ni de moyens, parce qu'ils arrivaient à convaincre, à bâtir des sociétés. Quant à vouloir maintenant, à travers une association, à travers un syndicat, à travers une alliance, à travers un regroupement social, partir vers des activités disant que je fais de la politique, vous ne faites pas de la politique, vous faites de la propagande pour arriver à un but. Ce qui veut dire que dans la politique, il faut faire l'approche. Une approche politique politicienne, d'une approche politique politique, d'une approche politique d'économie, d'une approche de politique de sécurité, d'une approche de politique de transfert de compétences et d'une approche de politique de civilisation. Là, au Sénégal, l'ensemble de ces approches sont complètement faussées. On ne parle que de politique politicienne et que dans la politique politicienne, on voit effectivement qu'il n'y a qu'un individu dans un groupe qui manifeste soit un désaccord, soit un déficit de budget ou de profession. Cela va constituer quelque part des freins. Des freins et moi je emploie le mot, va constituer des goulots d'étranglement. Des goulots d'étranglement par rapport à d'autres sociétés, par rapport à d'autres individus qui ne comprennent pas et qui devaient pourtant comprendre. Je veux dire qu'il y aura forcément des fâchés. Oui, il y aura des fâchés. Pourquoi? Parce que ça se limite autour d'un groupe d'individus, autour d'un cercle, autour des individus, d'un clan, il faut d'un clan qui ne va pas vers la base, vers d'autres régions, vers d'autres sociétés, de demander leur avis avant de se prononcer sur un sujet. Et si nous parlons aujourd'hui de cette question de parrainage, les Sénégalais ont tellement débattu autour de l'opportunité ou non de ce parrainage. Le parrainage a été adopté pour permettre, selon les défenseurs de ce parrainage, de réguler vraiment ce flux de candidats à la présidentielle. Est-ce que vous partagez cette assertion ou cette vision de la majorité? Vous savez, moi je suis citoyen sénégalais, je suis un homme politique, je peux faire de la politique et je suis aussi spécialiste de marketing politique. C'est-à-dire qu'un candidat qui voudrait par exemple se présenter aux élections présidentielles doit pouvoir présenter un plan de campagne, doit pouvoir présenter un programme, doit pouvoir présenter aussi sa vision. Une étude de marché qui lui permette à terme de pouvoir se présenter convenablement. Alors, pour ça, je dis que tout homme politique qui cherche à se faire valoir à des élections doit pouvoir avoir un plan de campagne politique, c'est-à-dire de retrouver des experts en matière, de leur confier un dossier et de travailler dans ce sens. C'est de là maintenant que naîtra les fundraising, c'est-à-dire quels sont les moyens que je mettrai en place, qu'il s'agisse de parrainage, de partenariat, de collaboration internationale, de tout ce que vous voulez pour arriver à ce but. L'idée du parrainage, moi je vous dis, pour moi, je ne comprends pas. À mon avis personnel, le parrainage, j'ai vu des cartes d'invitation parrainées le soir, parrainé au méridien président, parrainé. Alors, le parrainage maintenant est devenu un mot qui me hante l'esprit. Parrainer pour aller chercher des signatures à des élections sur des individus libres en conscience, en droit, moi je dis que je le refuse. Vous le refusez? Totalement. Pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais influencer un citoyen, quel qu'il soit, de prendre sa signature pour dire effectivement à tel jour, dans telle urne, il a signé pour moi pour qu'il vote. La liberté des élections,
la liberté des hommes pour des élections présidentielles, c'est un droit absolu et confidentiel. Nulle personne ne peut, de par la signature, de par la photocopie d'une carte d'identité, prétendre que ce citoyen m'appartient ou a donné sa voix pour moi. Le juge, c'est les urnes. Mais parrainer n'est pas égal à voter. On peut parrainer quelqu'un et peut-être son programme, voilà, vous savez, lui permet tout simplement d'être candidat. Moi, je me dis qu'on est en train de perdre beaucoup de temps dans ce pays. Parce que d'abord, nous ne sommes même pas dans la phase d'élection. Les élections, moi, je dis que c'est un mois, une campagne électorale où parler des élections, c'est un mois avant le jour de l'électorat. Donc, au-delà, toute personne qui se met à parler de politique est en marche contraire avec la loi. Mais depuis un certain temps, moi je dis qu'on ne travaille pas dans ce pays. Les jeunes sont désœuvrés. Les femmes n'ont pas d'orientation. Les investisseurs craignent d'investir. Et les projets sur lesquels nous travaillons ne reflètent que des visions abstraites. Donc, nous perdons beaucoup de temps. Nous perdons beaucoup de temps parce que du point de vue performance administrative, il y a fait beaucoup de défauts. Du point de vue aussi rentabilité des entreprises, c'est une déchéance. Toutes les entreprises sont en difficulté actuellement. Bon, du point de vue aussi des orientations stratégiques de pays vers l'extérieur, nous sommes confrontés à des difficultés parce que beaucoup de chartes et beaucoup de lois qui devaient être appliquées, qui devaient être ratifiées dans des conventions internationales ne le sont pas. Nous n'avons pas souscrit aux idéaux de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons des problèmes avec la CEDEAO, nous avons des problèmes avec le COFEMEN, nous avons des problèmes avec beaucoup de structures et d'organisations internationales qui devaient être aujourd'hui les premiers à nous appuyer par rapport aux orientations que eux, ils ont pour les pays en voie de développement. Donc, il faudrait revenir encore sur une question. L'Assemblée nationale, pourquoi L'Assemblée nationale pour des députés qui se battent, l'Assemblée nationale pour une langue qui est connue que par un cinquième ou peut-être qui est parlé, d'accord, mais qu'on ne peut pas trouver sur le dictionnaire. Vous me parlez de Ando, Beno, ce sont des termes qui diminuent le sens de notre expansion. Il faut que nous soyons à la hauteur de parler une langue qui va nous permettre... Mais on ne parle pas pour le monde, on parle pour sa population. Voilà, mais ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale hier, vous avez constaté vous-même, bon, toutes les communications ont été vraiment éhontées. Parce que le Diola ne comprendra absolument rien de ce qui s'est passé. Le Bambara non plus. Parce que toute les communications, c'était en voilà. Non, l'Assemblée, c'est pour la nation. La nation, les Portugais, les Saracolais, les Mandas, les étrangers qui vivent et qui ont grandi et qui sont nés ici en font partie, il faudrait qu'ils sachent effectivement de quoi nous voulons. Mais on a parlé français dans cet hémicycle. Oui, mais dans le brouhaha. C'est-à-dire, quand on parle de l'Assemblée nationale, c'est comme un hôpital. Quand vous y entrez, vous entrez dans le calme, dans la paix, dans la sérénité. Parce que ce sont des personnes qui doivent développer des idéaux d'une famille, des idéaux d'un quartier, des idéaux d'une communauté, d'une collectivité. Donc il faut les laisser parler pour la communauté, la collectivité et la communauté, et pas pour des instances personnelles. Et c'est là où je dis que depuis un certain temps, l'Assemblée nationale ne fonctionne pas. Nous l'avons, d'accord, mais ça ne fonctionne pas au point de vue organisation internationale telle que recommandée par les Nations Unies. Et vous, pour vous, pas de parrainage, vous n'acceptez pas ce parrainage-là? Moi, je pense que d'abord, il faut voir le problème de parrainage. Parrainer une personne qui est en phase avec la justice, parrainer une personne dont le parti est légalement constitué? Si le parti est légalement constitué, ça dépend. Parce qu'un parti, ce n'est pas une alliance. Un parti
ce n'est pas un groupement d'individus. Un parti, ce n'est pas un syndicat. Un parti, ce n'est pas un parti. C'est un parti qui est fort, c'est-à-dire c'est un parti suivant d'abord des lois, des normes et des règlements. Voilà. C'est ça un parti. Mais un parti, une alliance ne peut pas faire un parti. Une alliance, c'est deux individus qui se retrouvent, se consultent, et voilà, nous sommes... Sur des intérêts. Non, peut-être sur des rencontres personnelles, on fait une alliance pour aller vers un sens. Alors, un syndicat, c'est une structure qui est là pour défendre autant le travailleur que l'employeur. Donc, de deux cas, il doit être équilibré. Le syndicaliste, c'est celui qui défend d'abord les intérêts de l'employeur pour que l'employeur puisse préserver les droits du travailleur. Bon, les associations ne doivent pas avoir des activités politiques, sociales, culturelles, religieuses. Tout est exclu. Mais oui. Si toutefois maintenant, dans ce brassage, on voit effectivement que les politiques emploient les religieux, que les politiques emploient les associations, que les politiques emploient les jeunes pour aller vers une candidature, là, ça pose le débat. Ça pose le débat. Et ensuite, il faut la notoriété aussi du candidat. Le candidat doit être propre, sans être poursuivi par aucune justice, sans être sous mandat de dépôt, sans être sous liberté provisoire. Tout candidat à la présidence d'une république doit être propre de toute action judiciaire. Sans traîner des casseroles. Ça, c'est fondamental. Dès l'instant que le casier, dès l'instant que le dossier d'un candidat est soumis à une quelconque juridiction judiciaire, il est tenu de rester jusqu'à ce que la justice se passe pour se présenter. On n'a pas le droit. Quand tu fais de la politique, quand tu es arrêté ou quand tu es dans une juridiction judiciaire qui est en train de revoir encore un dossier, jusqu'à une peine autorisée, vous n'avez pas le droit de vous présenter à quelconque activité politique que ce soit. Oui, donc d'où vraiment l'inutilité de faire ce parrainage, puisque le parti est là. Vous pensez que quand toute une personne remplit toutes ces conditionnalités, pas question, par exemple, de dire aller chercher encore des signatures pour... Non, le parrainage, c'est l'achat de conscience intellectuelle, c'est tout. Le parrainage, c'est l'achat de contexte, l'achat de conscience. Parce que quand vous venez me voir pour me demander moi sentiment pour la photocopie de ma carte d'identité, alors que je pense à aller faire mon travail ou autre chose, vous me pénalisez. Vous voulez ma conscience. Donc l'achat de conscience est exclu dans un débat électoral. Il ne faut pas aller déranger les gens dans leur maison. C'est comme à la veille de l'alternance, quand on allait, M. Amoudou, je ne peux pas citer, quand on a voulu revisiter la Constitution, aller demander des signatures dans les maisons, dans les familles. Non, c'est hors nature. On ne doit pas déranger le citoyen dans sa maison pour lui demander quelconque avis sur des choses qu'il ne peut pas comprendre. La Constitution, quand elle a été faite bien avant. Donc, vouloir le revisiter ou vouloir le reconstituer, ça peut être grave. Ça peut être très grave. Parce que vous ne savez pas comment on a fait pour avoir une constitution. Alors, comment vouloir modifier une constitution pour aller vers une direction qui n'est pas conforme avec l'ensemble des populations. Ça, c'est dangereux. Quant à vouloir maintenant aller contacter des gens, demander leur identité, non. Même la carte d'identité... Culturellement, c'est pas... La carte d'identité d'une personne, nul autre que l'agent de loi réglementée n'a le droit de le demander à la personne. Il n'y a qu'un homme de loi qui dit, monsieur, pour des mesures de sécurité, je voudrais vérifier votre pièce d'identité. Mais aucune autre personne que la loi n'a le droit de demander à une personne sa pièce d'identité. Est-ce que les images qu'on a vues à l'Assemblée peuvent impacter le Sénégal au niveau mondial? Mais bien sûr que je dis que ça c'est... le Sénégal, si vous ne l'avez pas entendu peut-être, mais il y a des années, on disait que tel État est exclu de la situation géographique de toute activité internationale. Mais au risque, le Sénégal peut aller jusqu'à l'exclusion dans les circuits internationaux. Comment? Parce que moi, je me rappelle une fois quand j'étais en France, j'ai fait des études en France, j'ai été le premier Sénégalais à représenter pas le Sénégal, parce que le Sénégal n'était pas compétitif alors, à représenter une organisation internationale au premier sommet international du tourisme à Porto-Mayo à Paris. Ça, c'est au Palais des Congrès. Le Sénégal n'avait pas sa place. C'était au temps de Senghor, je le dis.
Le multipartisme. Oui, le multipartisme venait de naître. Non, le parti unique, pardon, je voulais dire. Parce que c'était en 1976, alors qu'en 1974, M. Wade est venu proposer un parti de contribution. Moi, je n'étais même pas là. Alors donc, c'était un parti de contribution. C'est-à-dire contribuer un peu à l'effort politique avec une démocratie qui permettait peut-être de recenser les besoins, certains besoins, et d'aller vers la satisfaction des populations. Alors, étant entendu que le Sénégal était exclu, je me suis constitué moi-même, sénégalais. Mais quelle était la raison? C'était pour effectivement faire en sorte que le Sénégal soit une destination touristique parmi les pays africains. La Côte d'Ivoire disposait d'un stand de 60 mètres carrés. Le Kenya, beaucoup de pays avaient des surfaces de grande dimension. Mais moi, je n'avais que 8 mètres carrés. Avec 8 mètres carrés, je suis arrivé à positionner le Sénégal. Et à l'époque, en 78, 79, nous avons eu un taux d'arrivée dépassant 1,8 million de visiteurs cette même année. Par rapport uniquement à l'effort que j'ai fait pour que le Sénégal soit... On était en 60, dans les années 70. 76. Et aujourd'hui, on parle de 2 millions, 3 millions. C'était le grand boom. Ça nous a permis, avec le président Abdou Diouf, le Premier ministre, de faire véritablement de grandes réalisations. On a travaillé sur Djembereng, on a travaillé sur le Cap Skirring, on a travaillé sur le village Implobium, sur la Casamance, le tourisme intégré. Et on a voulu aussi... on a offert aussi un plateau de tourisme balnéaire, un tourisme aussi sur l'histoire des pays du Sahel, c'est-à-dire l'histoire du Sénégal, c'est-à-dire un tourisme qui allait vers la découverte maintenant de Tombouctou, Guinée et autres. Oui, voilà. Nous allons y revenir, M. Diaw, si vous le permettez. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous recevons dans le grand oral M. El Hadj Ibrahima Diaw, consultant freelance, expert en matière d'organisation sociale. Si nous parlons de cette image-là, la presse, dans sa globalité, a-t-elle joué son rôle? La presse, vraiment, je suis un homme de presse. Je suis un homme de presse parce que j'ai fait l'école législative de presse de France et je suis membre de l'OIJDE, l'Organisation internationale du journalisme et de diffusion. J'avoue que très sincèrement que nous, les intellectuels, nous sommes un peu lésés. Nous sommes lésés par la presse africaine, par la presse sénégalaise, parce que nous n'avons que des bulletins de presse, que je dirais de la presse locale. C'est-à-dire de la presse qui met l'accent sur l'individu, qui ne porte pas l'accent sur les populations et leur vie et leur développement. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, on me faisait lire chaque semaine la revue de presse. Et dans ma formation, il m'a fallu lire 4 quotidiens, 2 hebdomadaires, un mensuel, 2 bimensuels et un bulletin annuel. Uniquement pour faire la presse en tant qu'étudiant. Donc, vous savez, en revisitant le quotidien, l'hebdomadaire, le mensuel, le bimensuel et l'annuel, vous avez une vision beaucoup plus large d'une situation nationale ou internationale. Alors, ce qui se passe maintenant au Sénégal, bon, très sérieusement, c'est que moi, je dis que la presse est très agressive. C'est une agression. C'est une agression de lancer vraiment sur la figure des citoyens des phénomènes antisociaux. Des phénomènes antisociaux, c'est la prison, c'est la justice, c'est les querelles d'intention, c'est les besoins individuels. Et tous les citoyens ne peuvent pas vivre comme ça. Et les questions fondamentales ont été occultées. Il faut que la presse sénégalaise s'ouvre à des débats qui nous permettent de prendre des initiatives et d'aller vers des rencontres. Par exemple, la presse s'acharne sur le comportement du manque d'éducation des jeunes. Et comment trouver la solution? Que la presse s'acharne sur le besoin des femmes en milieu rural, qui ont besoin d'eau, qui ont besoin, par exemple, de matériel de transformation. Que la presse s'acharne vers le développement agro-pastoral.
et que la presse arrive à donner des orientations pour que nous allons vers le sens d'une nation constituée et organisée. Mais quand la presse nous affiche un 2 milliards qui a été volé, un individu qui veut être et qui ne peut pas... Mais ça, c'est pour alerter face à la corruption ou à la concussion. C'est en alertant qu'on provoque le traumatisme. Il y a des choses, il ne faut pas en parler. Ah bon? Oui. C'est ce qui a constitué aujourd'hui un Sénégal où tout est alerte. Tout est alerte. Tu t'approches de moi, immédiatement je suis en état d'alerte parce que je pense que tu as besoin de ça et ça et ça. Vous savez, il faut qu'il y ait la déontologie dans chaque travail. Il y a une déontologie qu'il faut respecter. Il y a des choses qu'on peut dire, qu'on peut faire et qu'on ne peut pas dire et qu'on ne peut pas faire. Même si c'est une vérité. Parce que vous allez à la police, il y a des secrets qu'un policier ne doit jamais divulguer au prix de sa mort. Vous allez à la gendarmerie, le gendarme ne doit jamais au prix de sa mort. En matière journalistique aussi, il faut bien vérifier les faits de l'information avant de diffuser. Parce que toutes les informations, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Alors il faut donc un respect. C'est-à-dire respecter la déontologie du code du professionnalisme dans lequel vous êtes en train de travailler. Il faut que les journalistes, il faut que les médecins, il faut que les professionnels se mettent à aller vers le sens de leur déontologie. La déontologie, elle est fondamentale. Le médecin, quand il sort, il porte serment Hippocrate. Et ce serment l'oblige à ne jamais révéler la cause d'une maladie de son patient. Le journaliste, c'est la même chose. Je ne dirai jamais une information visant à déstabiliser, visant à détruire la personnalité ou la stabilité d'une nation. Et selon vous, quelles sont les questions fondamentales sur lesquelles les journalistes doivent accentuer leur information? Parce que vous savez que quand vous ignorez une situation qui peut porter préjudice à un groupe, le fait d'ignorer l'information, vous évitez à un autre groupe de faire. C'est-à-dire que si c'est une plante qui fait du mal, vous l'oubliez, vous favorisez la plante qui fait du bien. Donc il faut que nous puissions maintenant recadrer notre politique. C'est-à-dire aller vers une politique communautaire de bien que d'aller vers une politique de communication de mal. En tant qu'expert en organisation sociale, comment jugez-vous le comportement de la jeunesse aujourd'hui qui peut-être ne sait pas à quel sens se vouer? Moi, j'encourage la jeunesse sénégalaise, mais je ne les critique pas. Parce que je dis que nous n'avons pas encore une politique de jeunesse qui peut nous permettre de dire oui, nous avons une jeunesse. Il faut que nous puissions avoir une politique de jeunesse. La jeunesse, c'est l'âge vraiment de la renaissance, c'est l'âge de l'éclosion. Du renouveau. De l'éclosion. C'est-à-dire que les jeunes doivent s'éclore pour être demain des adultes responsables, capables de diriger, capables aussi de nourrir et de vêtir leur famille. Dans cette situation, les jeunes sont un peu désœuvrés par rapport à la prolifération de structures hors normes, par rapport à une volonté agressive de vouloir gagner de l'argent à tout prix, d'être millionnaire à tout prix. Parce que fille du Sénégal, maintenant, même à 14 ans, on pense à être millionnaire. On ne pense que être millionnaire, être milliardaire. Et ça, c'est grave. Il faut avoir une jeunesse censée de comprendre que c'est dans le travail qu'on peut s'épanouir, que c'est que dans la recherche qu'on pourra gagner un savoir, que c'est dans le savoir qu'on saura communiquer, que c'est dans la communication qu'on saura entretenir des groupes. Et là, c'est ce qui est un peu dommage par rapport aux politiques de jeunesse. Moi, je dis que les jeunes sont désœuvrés, il n'y a pas d'orientation. Vous voyez, les jeunes à l'université, il y a des masters, il y a beaucoup de jeunes qui ont des diplômes, mais qui font... supérieurs. Qui font du racolage, qui ne peut pas continuer, alors qu'on aurait pu mettre des bibliothèques, on aurait pu mettre des centres de recherche, des centres de documentation, de formation, d'échange, à tous les niveaux, pour leur permettre de se retrouver et de se déplacer à chaque fois pour que les Sénégalais de Dakar rencontrent les Sénégalais de la Casamance, les Sénégalais rencontrent les Sénégalais
du Fouta. fleuve. Et dans ce brassage, on aurait pu avoir une politique de jeunesse capable de faire que les jeunes puissent s'accompagner et s'aider et se comprendre. Alors, dans les activités que j'avais en matière de formation et d'éducation, j'ai toujours mis l'accent sur une chose, sur la politique de jeunes au niveau du quartier. Il faut que les jeunes au niveau du quartier s'organisent autour de structures qui leur permettent de comprendre le problème du quartier, qui leur permettent de prendre des responsabilités dans leur quartier et qui leur permettent aussi de faire en sorte que leur quartier soit des quartiers véritablement beaux à vivre, sécurisés. Alors donc ça fait défaut. Les jeunes n'ont pas le temps, ils font n'importe quoi. Et on reviendra sur cette question, M. Diaw, si vous le permettez, sur le fait que est-ce une répression policière peut écorner l'image d'un pays comme le Sénégal. On a vu que ça a brûlé, Dakar a brûlé. Vous avez vu à un moment, à travers le tourisme, à vendre la destination Sénégal. Est-ce que tout cela, le Sénégal risque de perdre ça, puisqu'on parle d'une bonne signature du Sénégal avec cet eurobond? Vous savez, en parlant de police, gendarmerie, etc., moi je parlais des forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité. Vous savez que la police n'a de sens que si les citoyens sont en règle et respectent la loi. Là, la police a un sens. La gendarmerie ne peut se mouvoir que si le territoire national est sécuritaire et performant. C'est-à-dire que les gens puissent vaguer à leurs besoins, à leur travail, à leur vie, sans être dérangés, sans être alertés. Mais, si toutefois l'intérêt du citoyen ou l'intérêt de la nation est en danger, là, c'est la police, c'est la gendarmerie, ce sont les militaires, ce sont les corps de défense qui reviennent sur une chose: il faut qu'on respecte les lois. Parce que sans le respect des lois, alors c'est la démagogie. Chacun fait ce qu'il veut, et quand tout le monde fait ce qu'il veut, rien ne peut marcher. Ce sont des parents, ce sont des amis, ce sont des frères qui vivent en nous, mais qui ont la responsabilité de protéger. Qui ont la première responsabilité des corps constitués de défense, c'est la protection de la nation. Mais on ne peut pas protéger une nation qui ne respecte pas les valeurs, qui ne respecte pas les lois et qui s'engage à faire des troubles. Vous êtes mon frère, je suis votre parent, mais en temps de conflit, si vous ne respectez pas ce que l'autre respecte, je suis obligé de faire de vous, mon frère, un ennemi. Parce qu'il faut dire que vous arrivez à respecter ce que l'autre respecte. Ce qui veut dire que ces zones de conflit, cette confrontation entre jeunes, population et forces de défense, c'est pas plaisant. Ça ne plaît ni à la police ni à la gendarmerie. Mais il le faut, c'est obligatoire, et au prix de leur vie, ils vont y aller. Au prix de leur vie. Parce qu'il faut que l'État soit l'État et que la loi soit la loi. Et nul ne peut être au-dessus de la loi. Et que dire quand on dit à des jeunes que la Constitution vous donne toute la latitude de manifester et qu'au moment de manifester, qu'on leur dise qu'il y a un arrêté préfectoral qui interdit tout cela? Est-ce que ce n'est pas une autre manière de faire revivre la violence? Parce que ce ne sont pas ces jeunes-là qui vont vers la manifestation. C'est d'autres groupes organisés derrière ces jeunes qui poussent vers l'événement. Ce sont d'autres groupes organisés qui poussent ces jeunes à aller vers cette confrontation. Et c'est pourquoi il faut qu'ils arrêtent maintenant de parler de choses qui peuvent déranger la nation. Vous savez, nous avons actuellement sur la politique au Sénégal, depuis les 20 dernières années, beaucoup de transformations par rapport aux infrastructures. Mais on y arrivera difficilement. Difficilement parce qu'il y a une incompréhension entre acteurs et investisseurs, d'une part. Et d'autre part, les jeunes ne comprennent pas jusqu'à présent, jusqu'à quel point, par la formation dont on a besoin en matière de modernisation ou d'industrialisation, de quelle formation il faut qu'on ait d'ici à l'an 2025.
pour ne pas revenir sur les organisations internationales, qui font des ODD, des objectifs sur lesquels la première des règles, c'est de faire respecter à n'importe quel prix les ODD par rapport aux OASA. C'est-à-dire par rapport aux organisations de développement social, pour que nous arrivions à terme, en 25, arriver à un but commun pour l'Afrique. Il faudrait que nous puissions passer africains. Il faudrait que nous puissions passer européens ou américains. Il faudrait que nous puissions, à l'an 2025-2030, arriver en Afrique à avoir les mêmes objectifs qui est l'industrialisation, les performances sur le transport, des routes sécuritaires, des autoroutes à grande dimension, de l'eau. Beaucoup de politiques sur lesquelles nous devons faire. Le Sénégal n'est pas encore en train de réfléchir sur ça parce que nous sommes versés toujours dans des tensions et dans des querelles intestines. Et pourtant, nous devons développer des jeunes dans la formation de technologies à grande dimension. Parce que dès l'instant que vous parlez par exemple d'un train à 700 km/h, vous êtes dans l'industrialisation. Ce train qui doit rouler entre Dakar et Ziguinchor à 700 km/h, donc ça peut se faire. Mais il faudrait-il encore que nous puissions former des ingénieurs, que nous puissions former des techniciens supérieurs, que nous puissions former des contrôleurs de dimension, que nous puissions avoir l'informatique qu'il faut. Parce que c'est le développement industriel sur lequel nous sommes en train de faire pour l'Afrique. Mais malheureusement, c'est extrêmement difficile. Je me vois mal quand tu as déployé un train sur 35 km d'une performance de 300 km/h, alors qu'en investissant 2 fois plus ou 3 fois plus, on peut le faire jusqu'à Bissau. C'est plus rentable. Mais c'est un train qui était fait, on appelle ça les trains à grande vitesse. Donc un supersonique, on l'avait fait, Concorde, c'était un supersonique, avec une vitesse de croisière de plus de 1200 km/h. C'était là l'industrialisation de l'Afrique. Mais là, nous sommes dans la politisation de l'Afrique. Il faut que nous puissions avoir l'idée de l'industrialisation africaine, et ça peut se faire que dans la formation des jeunes. Il faut que les jeunes se préparent. En 2025, que ces jeunes-là puissent prendre en charge l'industrie africaine, l'industrie agroalimentaire, les unités de transformation industrielle et comment et surtout l'industrie énergétique, parce qu'aujourd'hui nous avons notre pétrole, notre gaz, mais tout ce soleil-là, on ne peut pas parler de l'industrie des transports terrestres sans parler de l'énergie. La première source d'énergie et la plus riche, ce n'est pas l'énergie éolienne. On en parle, c'est bien, mais c'est un complément d'énergie par rapport à l'industrie hydraulique. L'eau est une source d'énergie la plus rentable dans le monde. Il y en a en pagaille. Devant le soleil. Le soleil offre. Ce que le soleil offre en matière d'énergie, c'est l'eau qu'il lui donne. Le soleil puise sur l'eau parce que quand vous savez, dans le réchauffement planétaire, quand on dit que le réchauffement planétaire, le soleil, c'est l'eau, c'est le soleil qui chasse sur l'eau. L'eau se transforme en gaz, c'est des nuages qui reviennent encore sous forme d'eau. Et c'est aussi ce même climat qu'on mettra, par exemple, de l'énergie éolienne pour que le soleil puisse se refléter. Bon, mais ce qui est important, c'est de faire de vous, c'est-à-dire des réalisations durables et des réalisations performantes. Vous avez dans le nid du fleuve Sénégal des barrages. Vous avez le barrage du Diamant, Marantali, qui ont été faits par l'OMS. Dans le fleuve de la Gambie, on est en train de faire un pont. Si le pont se fera pas. Mais on aurait pu peut-être mettre l'accent sur un forage, sur un barrage à grande dimension avec les ressources énergétiques de la Casamance et de la Gambie. Ça peut coûter très cher, mais c'est 2 fois plus rentable que l'énergie éolienne, qui est une source d'énergie par rapport aux populations dans le désert ou autre chose. Bon, ça, c'est... D'autre part, il faudrait maintenant que nous arrivions à avoir une industrie agroalimentaire de transformation sur place. Faire cultiver les populations, ensuite transformer les produits sur place et essayer maintenant de réviser le contrat de partenariat entre les pays ACP-CE. Parce qu'il y a des blocages. Entre l'Afrique
le Caraïbe, le Pacifique, il y avait des conventions. Ces conventions sont complètement en état de crise. Si vous voyez le système du Brindix, par exemple, le coût du Brindix actuellement sur l'Europe, c'est dû à l'Afrique. C'est dû à l'Afrique. Parce qu'en Afrique, vous avez les Commonwealth et l'Afrique francophone, d'expression française, qui constituaient un groupement assez CE. Voilà que maintenant le Brindix était appuyé, était appuyé par ces conventions. Maintenant que l'Angleterre est en train d'être trahi par ses voisins du Commonwealth parce qu'ils ne se redéfinissent pas, eh bien, le pouvoir de l'Angleterre, qui assistait beaucoup vers le Commonwealth, se retrouve sur le marché en dégradation. Bon, le marché français aussi, c'est la même chose. On a des difficultés en matière de partenariat parce que tout est centré sur l'Asie. Donc, la coopération asiatique, la coopération turque défavorise et dénature un peu la coopération sénégalo- ou africano-européenne. Alors, donc, revisiter un peu maintenant le système d'organisation dont nous avions à l'époque pour être performants, c'est un facteur aussi qui peut nous permettre de... Et dans cette performance, vous avez cité le tourisme, mais malheureusement, ce tourisme sénégalais est en crise. On parle de terrorisme, mais il y a un autre facteur social. Les cotéman, ces guides traditionnels qui souvent ne reflètent pas une bonne image du Sénégal. Ouais, c'est ça, c'est que, bon, on parle de terrorisme, mais c'est pas... Moi, je dis que le terrorisme, c'est une agression intellectuelle religieuse. Ouais, c'est une agression. C'est-à-dire, les terroristes, ils revendiquent un certain nombre de droits qu'on devait leur donner et qu'on ne leur a pas donné. Ils agissent de façon très violente, de façon vraiment très brutale, et ça les pousse véritablement à l'extrême. À dégrader un peu la vie des populations. Donc, le terrorisme, c'est une revendication du jour, qu'on dit des mercenaires ou autre chose, parce qu'ils sont capables de se rechercher par manque d'assistance sociale, économique et professionnelle à leur niveau. Donc, ce sont des groupes d'individus, comme vous dites par exemple les rebelles de la Casamance. Quand vous dites les rebelles de la Casamance, c'est parce qu'ils veulent revenir sur leurs droits en tant que Casassiers par rapport à leur vie, à leur société, parce qu'ils ont été oubliés quelque part. Donc, il faut éviter d'aggraver la situation, mais il faut aller vers la recherche des solutions pour les retenir et leur donner toute satisfaction qui leur permettent de revenir d'être eux-mêmes. Mais ce sont des revendications d'ordre religieux, d'ordre... on ne peut pas parler d'idéologie. D'idéologie ou autre chose. C'est ça, donc voilà. Mais le tourisme aurait pu être un relais. Aurait pu être un relais si on avait organisé à la base des structures d'encadrement, des structures d'hébergement, des structures de restauration, des structures de communication pour permettre aux étrangers ou bien aux visiteurs de pouvoir se déplacer, se loger, de les rencontrer et d'échanger avec eux. Bon, là, ce n'est pas le cas. Le tourisme agro, l'écologie, l'économie verte, l'éco-environnement, tous ces facteurs-là ne sont pas tenus en compte actuellement au Sénégal. Et avec les politiques maintenant du réchauffement climatique, c'est-à-dire le réchauffement planétaire, on a dû prendre acte de mieux protéger les espaces verts, de les développer par rapport aux gaz à effet de serre. Et là, vraiment, la Casamance est un verger, un patrimoine extrêmement très riche. Par rapport maintenant aux lieux de culte, faire en sorte que ceux qui vivent dans les lieux de culte savent effectivement... Pour développer le tourisme religieux. Le tourisme culturel, parce que... Voilà, culturel ou religieux. Voilà. Pas religieux ou islamique, mais le plus culturel. C'est-à-dire que leur permettre de s'organiser en daïra, en association, mais de savoir le sens de cette organisation ne peut être qu'un sens économique et social, mais pas un sens de politique. Mais le Sénégalais, dans sa globalité, a compris qu'il ne travaille pas. Les heures de travail d'un Sénégalais sont totalement réduites. Il y a le fainéantisme, mais la désorganisation. On va parler tout simplement de ce facteur sécurité routière. On parle de prévention, sécurité routière. C'est quoi
Mais c'est important, c'est très important actuellement parce que vous savez que dans le monde entier, nous déplorons des morts extrêmement nombreux. Plus de 1 300 000 personnes sont tuées chaque jour, chaque année sur les routes. Chaque 1 minute, il y a au minimum 3 000 enfants de moins de 5 ans qui sont tués. Et chaque 15 minutes, vous avez plus de 2 000 jeunes de moins de 24 ans qui sont morts sur les routes. Donc le taux d'aggravation de la mort sur les routes terrestres tout court, pour ne pas aller vers les routes maritimes, parce que vous savez, le nombre de pirogues voyageurs Barça ou Barsac, ce que ça a dû faire comme mal dans les océans. Alors ce sont des routes maritimes. Les crashs aériens en font partie, ce sont des routes aériennes qui sont rédigées par des normes. Vous savez, les routes fluviales qui font des éléphants, la pirogue qui a fait combien de morts de femmes à Bettenty et autres. Là, tous ce sont vraiment des problèmes qui émettent véritablement ceux qui agissent pour la sécurité routière. Donc la sécurité routière est devenue un enjeu de développement parce qu'on perd plus de 340 milliards par an au Sénégal. Un peu partout dans le monde. Si on ne fait pas... vous savez, ce qu'on perd, c'est énormément beaucoup. Une personne qui meurt, un chauffeur qui meurt pour laisser 2 femmes et 5 enfants, alors comment ils vont devenir? Donc, multiplié par un chiffre, le nombre de 50 millions de cas de personnes qui vivent dans des situations extrêmement difficiles. Donc, en réfléchissant, les Nations Unies avaient décrété en 2011 la décennie mondiale pour l'action à la sécurité routière, c'est-à-dire que tous les États se mettent à travailler pour que nous puissions avoir une sécurité routière assez performante. Mais ça nécessite véritablement des activités d'accompagnement. Par exemple, on ne peut pas faire la sécurité routière sans des cartes de transport de qualité. De qualité. On ne peut pas faire la sécurité routière sans des panneaux de signalisation. On ne peut pas faire la sécurité routière sans des routes bien goudronnées et bien faites. On ne peut pas faire la sécurité routière sans des personnes bien formées. La protection des passagers à l'intérieur même de transporter. Alors ces facteurs-là font en sorte que pour faire de la sécurité routière, vraiment, il faut un mixage. C'est-à-dire qu'il faut que l'État s'engage d'abord à asseoir une politique de transport conforme aux normes internationales, que l'État s'engage à faire des routes de bonne qualité, que les panneaux de signalisation se reflètent à travers les routes, que la formation des jeunes à l'éducation routière s'active dès le bas âge, que aussi la formation des moniteurs d'auto-école soit véritablement une priorité dans le développement, c'est-à-dire ne pas faciliter des faux permis de conduire ou vraiment la simplicité du permis de conduire. Le permis de conduire n'est pas simple parce que c'est une autorisation de port d'armes. Dès l'instant qu'on vous donne le permis, c'est comme si vous avez l'autorisation de porter une arme à feu qui peut être mortelle. Et les 3 portes sont, ou bien c'est la vie, ou bien c'est la prison, ou bien c'est la mer, c'est la mort. Voilà les 3 portes sur lesquelles le permis de conduire peut vous mener. Vous avez une belle voiture, conduisez normalement, très bien, sans danger, vous vivez. Vous conduisez de façon dégradante, sans tenir compte de ce que les gens font, vous êtes derrière l'écrou. Oui, parce que vous faites une faute, on vous condamne. Vous tuez une personne, on vous condamne. Bon, c'est pas intéressant. Et vous pensez que le permis à point peut apporter des changements dans ça? Ça va être difficile de parler de permis à point à ce jour. Ça va être extrêmement difficile pour dire mon concept. Parce que, bon, j'ai essayé de travailler dans les pays du CEMAC, c'est-à-dire des États membres de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Centre. Mais ça va être un peu difficile quand même de parler de permis à point, étant entendu jusqu'à présent que nous n'avons pas encore eu à former des formateurs capables de déployer cette même catégorie de permis de conduire. Et il faut aussi une machination des outils, c'est-à-dire que la gendarmerie puisse disposer de matériel performant, des radars qui permettent de détecter les vitesses de croisière, des ordinateurs qui permettent de savoir la vitesse de croisière, des détecteurs même d'odeur, détecteurs d'odeur et tout. Et là, je pense qu'actuellement, à ce niveau, nous ne pouvons pas encore adopter
aller vers le permis à point, tu as entendu que 3/4 des professionnels de la route ne sont pas alphabétisés et ne comprennent pas encore le langage de la route. Il faut donc les recycler, il faut les former. Mais il faut combien de temps pour que le Sénégal soit dans cette dynamique d'imposer le permis à point? Il sera imposé en juillet, on parle. Vous savez, il faut que l'État puisse faire des projections sur l'avenir. C'est-à-dire parler de dire qu'on va le faire, c'est pas ça. C'est-à-dire, moi, quand je suis venu au Sénégal pour travailler avec le ministère du tourisme, même avec la SOTRAC, parce que j'étais un ancien de la SOTRAC, j'étais chargé de la comptabilité analytique. Peut-être que nous puissions redimensionner le secteur du transport. Il nous faut des sociétés de transport national, des transports d'élèves, il nous faut des sociétés de transport de travailleurs, parce que la sécurité du travailleur est extrêmement importante dans la nation. Un travailleur qui a un diplôme d'ingénieur, qui a une femme, qui a 2 enfants et dont l'entreprise a besoin, s'il meurt d'un suite d'accident, il faudra 3 années pour le remplacer à sa place. 3 ans minimum pour le remplacer à sa place. Et maintenant, sa femme, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ses enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Là, ce sont des problèmes qui font que l'État doit pouvoir se faire une projection dans des plans. Un plan de développement quinquennal, un plan de développement national, de 5 ans, 10 ans. À travers et le respect aussi de ces projections qu'on arrivera à... Et votre dernier mot, puisque le temps est tellement... oui. Mon dernier mot, c'est de souhaiter à tout Sénégalais et puis tout étranger qui au Sénégal est là, et bien que nous saisissions. Il faut qu'on se ressaisisse et qu'on soit à la hauteur de comprendre vraiment ce qu'est le Sénégal d'hier. Le Sénégal était un pays qui était extrêmement respecté partout dans le monde. Le Sénégal est un berceau de savoir. Personne n'a ignoré vraiment ses compétitivités et ses compétences au plan international. Si aujourd'hui nous sommes liés maintenant à des calomnies, à des échanges d'injures, à la violence, à des catastrophes qui ne font que de détruire notre situation, je dis qu'il faudrait maintenant qu'on réfléchisse et qu'on s'engage. On s'engage vers des politiques de développement, d'union, de revoir des choses qui ont été faites dans le passé et qui sont en train de nous blesser. Donc à tout citoyen, bon, si j'ai un peu dépassé toutes mes excuses, bon, on ne doit pas parler sur ce ton, mais c'est une vision propre et personnelle. Je vous remercie et je vous salue. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est la fin de votre émission Le Grand Oral qui recevait M. El Hadj Ibrahima Diaw, consultant freelance, expert en matière d'organisation sociale, spécialiste du tourisme, du transport et de la sécurité routière. Nous avons parlé et discuté de plusieurs questions politiques d'ordre organisationnel, sociétal et de tourisme notamment, mais de politique nationale et de sécurité routière. Merci de votre fidélité à la présentation de votre émission Le Grand Oral. Famagagna, mise en onde Khadija Loum. Merci de votre fidélité à la voix des femmes, des enfants et de la musique. Au revoir. Des élites.